Donc, pour l'XML, après une introduction, on va voir de quoi il s'agit exactement. On va voir les outils euh, qui gravitent autour d'XML, que j'appelais la galaxie XML, qui font finalement que ces données semi-structurées, vous allez les voir très souvent. Avant d'attaquer la deuxième partie qui est le NoSQL plus en général. Donc, l'XML, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous parler de comment modéliser des documents XML via des DTD. Alors, c'est des définitions de type de document. Quels sont les différentes constituants du XML, les éléments, les attributs, les entités. Je vais vous décrire les instances. Je vais vous parler d'espaces de nom, des schémas dans ce premier chapitre. Donc, XML était là pour simplifier l'échange de données, le partage de données, la disponibilité et le passage à l'échelle dans toutes ces fonctionnalités. C'est utilisé quand on fait de la communication asynchrone avec des serveurs, donc avec du Ajax. Le X dans Ajax, c'est XML. C'est Asynchronous JavaScript and XML. Dans des fichiers de configuration de toutes sortes, du Maven pour Java, dans du MS Office. Maintenant, les fichiers Office, des Word, du PowerPoint. Vous prenez un PPTX, c'est un fichier compressé en fait. Vous la dézippez et vous allez voir que vous allez vous retrouver avec un ensemble de fichiers XML organisés en sous-répertoires parfois, qui pour une partie parlent du contenu, d'autres parties parlent de la mise en forme. Donc aujourd'hui, Microsoft Office utilise du XML. Il y a des descriptions, des langages de description d'interface utilisateur qui utilisent un syntaxe XML, JavaFX, XUL, XAML. Il y a des flux RSS dans la presse en ligne. Il y a le web sémantique. Vous allez avoir des cours dessus, notamment du RDF, le Research Description Framework, qui est là. Le modèle qui est derrière le web sémantique a une forme XML qui est très utilisée, des services web, du graphique vectoriel sur les navigateurs. Tout ça se base sur différents dialectes XML. N'en parlons pas que les pages HTML sont elles-mêmes des documents XML. Donc, un document XML, c'est un document texte qui est éditable avec n'importe quel éditeur de texte. Ça présente une structure qui est balisée, donc on a des balises ouvrantes et fermantes. Ça peut non seulement être écrite à la main, mais plus souvent même créée par des programmes. Ça passe sur le réseau, c'est du texte. Les navigateurs web le comprennent par défaut, sans aucune extension. Donc, comme je disais, les pages web sont plus souvent des fichiers XML. Le HTML est une instance de fichiers XML. Il y a plusieurs systèmes de gestion de contenu qui se basent sur XML, de la documentation industrielle, de l'édition numérique. D'ailleurs, c'est de là que ça vient. À l'origine, le XML, c'est du monde de l'édition numérique et de la documentation industrielle, toutes les modes d'emploi, les documentations techniques. C'est dans ce domaine-là que le XML a pris, ou les ancêtres de XML ont pris naissance. Des environnements de programmation. Je me répète un peu. Donc, mais tout seul, ce n'est qu'un squelette de langage. C'est une coquille vide, pour ainsi dire. Il y a des balises. Donc là, j'ai un exemple avec élément, qui est un élément, c'est une balise ouvrante. Le content, c'est le contenu textuel de cet élément, et le inférieur / élément supérieur est la balise fermante. Il y a donc des documents qui sont en XML, ils spécifient des nombres de balises. Comme dans HTML, il y a le H1, le div, IMG,
dans d'autres, il y a des attributs et des modèles, des règles de comment on peut imbriquer ces différents éléments. Il y a des grammaires, pour ainsi dire. Vous allez voir ça en programmation, en compilateur, si vous n'en avez déjà pas vu. On doit définir des modèles de documents. Je vais y venir. Dans un document XML, il y a des éléments qui peuvent être des éléments simples, complexes, vides ou de contenu mix, des attributs, la déclaration du document XML, des instructions de traitement, comme Processing Instructions. En général, c'est entre des balises inférieures, point d'interrogation, et ça se termine avec point d'interrogation supérieur. Il y a les feuilles de style, il y a des scripts JavaScript, du PHP. En général, ce sont ceux-là les instructions de traitement. Des commentaires. Les commentaires commencent toujours par un inférieur point d'exclamation tiret et se terminent par un tiret supérieur. Et ça dit au navigateur ou au parseur XML de ignorer ce qui est entre ces balises, de ne pas l'interpréter comme des documents XML. Donc, un exemple, on met en première ligne une déclaration donc, qui précise, donc qui a la balise, qui est une instruction de traitement, donc ça commence par un point d'interrogation ici en haut. Il y a un attribut version qui a une valeur, ici 1.0. Il y a l'encodage, je vais y revenir sur l'encodage la dernière session, c'est très important pour les documents textuels. Et ensuite suivent des balises. Un document XML doit être un arbre, je vais revenir dessus, donc il y a un élément racine, c'est-à-dire la letter ici, c'est un élément qui englobe tous les autres éléments. Et donc, en vert, ce sont les noms des balises, en bleu, ce sont les noms d'attributs, et sur fond orangeâtre sont les valeurs des attributs. Ils sont toujours entre guillemets les valeurs des attributs et ils sont séparés par un signe égalité par le nom de l'attribut. Et les balises sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a un certain nombre de règles et il y a des entités. Alors, l'entité, c'est les commerciales, une chaîne de caractères, point virgule. On va y revenir là-dessus. Donc, il y a des balises ouvrantes, balises fermantes. La balise ouvrante et la balise fermante ont le même label, mais la balise fermante commence par un inférieur slash, alors que la balise ouvrante commence par un inférieur tout court et contient directement le nom de la balise. Donc, un document HTML, là c'est le code source de la page de recherche de Google, est un document XML, c'est une balise. Enfin, il y a des balises, ils sont imbriqués, il y a des noms, il y a des attributs, donc il y a des noms d'éléments, body, div, ainsi de suite. Il y a des attributs comme ID ici, avec une valeur. Il y a des instructions de traitement, ici script. Et il y a une spécification que c'est du HTML. Mais l'HTML, en fait, c'est une dialecte d'XML. XML, c'est une sorte de généralisation du HTML. Donc ça, c'est le code source, enfin, pas complet, mais un peu compacté de la page de garde de Google. Donc, l'XML vient, comme je l'ai dit, du monde de l'édition numérique. Il y a l'ancêtre s'appelait SGML et qui permettait de spécifier des métadonnées d'un document qui pouvait être une livre, qui pouvait être une documentation technique, un mode d'emploi, ainsi de suite, qui avait des auteurs, des metteurs en forme, des éditeurs, ainsi de suite, et qui permettait de séparer le contenu et la forme. Ça, c'est une notion assez fondamentale d'XML, c'est que ça permet de séparer ce qu'on appelle une structure physique d'une structure logique. Donc, par exemple, pour un document, vous avez tous écrit déjà des rapports. Ce document a une structure logique. Il y a une introduction, il y a dans un projet de fin d'études, dans un rapport de stage ou dans un rapport en général, une introduction, il y a un état de l'art, il y a les spécifications générales, les spécifications détaillées, un modèle, une conclusion, une bibliographie. Ça, c'est une structure logique. Et à ces structures logiques correspond
Ça peut être spécifié déjà dans des modèles, les DTD dont je vais y revenir. Donc, ça permet de décrire que dans un rapport de PFE, il faut y avoir ces éléments logiques constituants. Quand vous faites une lettre, en général, vous avez une en-tête, vous avez un destinataire, un expéditeur, une formule de politesse, le contenu, le corps de votre lettre, vous avez une signature, une date. Voilà, ça c'est les éléments constituants logiques d'une lettre. Là, c'est un rapport. Tout type de document, en fait, a un modèle. Quand vous écrivez un programme en Java, en C++, il y a un modèle aussi qu'il faut. Un modèle, un programme Java commence par les includes ou les imports. Ensuite, il y a une déclaration d'une classe, ainsi de suite. C'est finalement un modèle de document. Et il y a ce modèle, et après, il y a des instances. Vos programmes C++ ou Java sont des instances de programmes C++. Des documents XML sont des instances de modèles spécifiés, ainsi de suite. Donc, à l'origine, il y avait tout un tas de standards qui allaient. Il y avait la famille SGML qui définissait les balises. Il y avait des feuilles de style DSSL. Il y avait HighTime qui pour inclure des hypermédias dedans, ainsi de suite. SGML était compliqué, donc on a simplifié et rendu ouvert pour créer XML. Euh, voilà, c'est juste une question historique. Sachez qu'il y avait SGML avant et qu'on l'a simplifié et rendu ouvert pour créer le XML. Entre l'avènement d'XML et SGML, ça date des années 60, 1970, donc c'est très ancien. Il y a eu le HTML. HTML était très inspiré du SGML. Ça a introduit un certain nombre de balises, peu de balises. À l'origine, c'était fait pour que des chercheurs en physique du CERN, donc le centre de recherche atomique nucléaire à Genève et Grenoble, puissent communiquer entre eux et les divers autres laboratoires dans le monde. Donc, c'était essentiellement fait pour pouvoir créer des documents qui étaient facilement transmissibles en ligne, à leur donner une mise en forme euh, facile, pouvoir dire que ça c'est plus gras, centré, et inclure des images éventuellement, même pas dans la première version, et que les gens puissent s'échanger des documents. Donc, c'était destiné essentiellement à des lecteurs humains, le HTML. Mais sa simplicité a fait que beaucoup de ce monde s'est mis à utiliser et ça a très vite sorti du cercle des chercheurs de physique et a atteint le grand public qui a commencé de partager de plus en plus de documents. Et après, l'industrie a commencé à vu de l'intérêt, le commerce, et ça a donné aujourd'hui le web tel qu'on le connaît maintenant, qui n'était peut-être pas imaginé de cette manière-là. J'ai eu la chance d'avoir pu écouter plusieurs fois un des inventeurs de web qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui était venu à Lyon. On a organisé la conférence de web plusieurs fois ici à Lyon, notre laboratoire, et qui est un peu triste de voir l'évolution du web parce que lui, à l'origine, c'était un système très ouvert et standard, et il y a de plus en plus de monopoles et de censure qui arrivent. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je vous relate ce que j'ai entendu dire de la part donc d'un des créateurs du web. À vous de changer le monde dans du meilleur plus tard. Donc, au début, c'était pour échanger de l'information en toute liberté, euh, essentiellement entre des chercheurs. C'est rentré dans le grand public. C'est un des avantages parce que c'était simple. Il y a une quinzaine de balises au début du HTML, première version. C'était extrêmement simple à écrire des documents. Ils étaient faciles à lire. Il y avait tout le protocole, bien sûr, réseau derrière qui permettait que c'était très facile et robuste euh, comme architecture. Finalement, le grand public, les industries euh, ont pris la main, et les industries et quelques industriels de plus en plus. Et
à se poser des questions si c'est bien ou pas, parce que là, on peut censurer et mettre dehors finalement des gens par des acteurs privés, finalement. Donc, mais au moins HTML et XML, et heureusement, le web était conçu de telle manière que ça reste justement très robuste et décentralisé. Ça pose un certain nombre de problèmes. Un des objectifs de ce cours, c'est de vous attirer l'attention sur ces problèmes et sur ces spécificités de traitement et de modélisation quand on gère des données qui sont réparties. Ça les rend robustes. C'est compliqué à faire tomber cette architecture. Euh, Bien qu'il y ait certains grands conglomérats des grandes entreprises, les GAFAM, qui maintenant possèdent et qui gèrent une énorme partie du trafic et qui donc ont la main mise là-dessus. Mais néanmoins, ils ne sont pas en complet monopole. Il y a encore des sites web du mail qui échappent au contrôle du GAFA. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Donc, HTML finalement était assez simple. Et du coup, comme on voulait utiliser les documents balisés, structurés, un des avantages de HTML, c'est que, ou de XML d'ailleurs aussi, c'est que c'est à la fois lisible par des utilisateurs humains et par des programmes. C'est un format formel, un modèle formel, mais ça reste lisible, autodocumentant par des utilisateurs humains. Je vais y revenir là-dessus. Donc XML veut dire Extensible Markup Language. C'était créé pour échanger de données sur le web, comme je l'ai déjà dit. Il y a une séparation stricte entre contenu et présentation. Je vais y revenir là-dessus. J'ai parlé déjà de structure logique de documents. Il se veut simple, universel et extensible. Un format textuel, euh, une structuration poussée, forte, avec des modèles qui permettent de définir ces structures. Et c'est libre de droit. On a un document HTML qui présente un dialogue, il a un titre, il a un corps, la balise body, et il a, dans la balise body, on voit un attribut BG color qui veut dire background color, c'est la couleur d'arrière-plan qui est blanc, et texte qui est dark blue, donc ça permet de préciser que le texte il est bleu foncé sur fond blanc, et deux paragraphes, high earth et login and land. La même chose en XML pourrait donner la structure suivante. Donc, c'est une pièce de théâtre. Donc, il y a la balise play qui en dit un peu plus sur la sémantique du document. Il y a un titre. Ça reste possible en HTML aussi. Ensuite, il y a une conversation. Il y a une salutation et il y a une réponse. Donc, ça permet d'introduire un peu plus de sémantique. On voit qu'en HTML, on mélange un peu le contenu et la mise en forme. On a des instructions des précisions sur la couleur de l'arrière-plan et la couleur du texte. En XML, non. Il n'y a que la structure logique du document. Donc, XML, c'est un sous-ensemble du HTML et il y a, pour la mise en forme, il y a XSL, on va le voir plus en détail, et pour des liens, il y a Xlink. Ça finalement pas passé bien. Donc je ne vais pas en parler des détails, mais sachez qu'il y a un standard pour modéliser des liens de manière un peu plus souple et complexe que les liens simples HTML. Donc, avec XML, il y a des langages ou des standards ou des dialectes qui sont livrés pour faciliter et rendre l'utilisation possible des documents. Il y a XPath que l'on va voir en détail, qui est un langage de spécification de chemin dans des documents XML. Ça peut servir comme des requêtes. Il y a XQuery qui est un langage de requête qui ressemble un peu plus à l'SQL. Il y a des schémas XML qui permettent de modéliser des documents. XSLT pour mettre en forme, et des dialectes RSS, SVG, XUL, MathML. On va voir un certain nombre en détail plus tard. Donc, dans un document XML, il y a un prologue
qui précise la version de l'XML, l'encodage du texte, le type de document, le modèle de document, la lettre DTD permet de préciser que c'est une lettre, que la structure, il a la structure d'une lettre. Il peut y avoir des commentaires. Les commentaires peuvent, ils peuvent se trouver n'importe où. Et ensuite, il y a les éléments. Donc là, la racine, c'est letter, cette balise-là. Et ça contient un header, ça contient un body et ça contient un end. Ça, c'est les types de balises qui sont définis dans la DTD ici. On va le voir plus en détail. Les éléments peuvent avoir des attributs et peuvent avoir du contenu textuel. Ici, ils peuvent être vides. Là, sender, cet élément est vide, il n'a qu'un attribut. Il n'a pas de sous-élément ou de contenu textuel. Mais il a un attribut. Donc, comment on précise le modèle, la structure d'un document? Une des manières, c'est d'écrire une DTD. C'est une définition de type de document, Document Type Definition, dont le DTD. Il faut donc, dans un document XML, tout d'abord, il faut qu'il soit bien formé. Bien formé, ça veut dire que les balises doivent être imbriquées convenablement. Il faut que ça soit interprétable comme un arbre. Donc, une balise ouvrante, les balises ne peuvent pas se chevaucher. Il faut qu'une balise ouvrante se ferme avant qu'une balise du même niveau soit ouverte. On va y revenir là-dessus aussi. Et les documents XML peuvent être valides par rapport à un modèle. Et c'est ce modèle-là qui est défini à travers les DTD. Ces modèles spécifient, comme je l'ai déjà dit, des grammaires pour le langage. Ça permet de tester automatiquement si un document est conforme à un modèle. Ça facilite les échanges et le partage entre différents auteurs parce qu'ils respectent tous le même modèle. Et ça peut permettre de créer des feuilles de style plus facilement pour les mettre en forme. On a un modèle de document, on a une lettre, on crée une feuille de style pour la mettre en forme pour une impression page A4, pour une page web, pour un visionnage sur un écran d'ordinateur de 32 pouces ou sur un écran de téléphone. On a le même contenu et on fait plusieurs feuilles de style pour en créer plusieurs structures physiques, plusieurs visualisations de ce document. Donc ça fait partie des outils automatiques pour parser, pour travailler des documents qui sont conformes à un modèle donné. HTML est un modèle XML. Ça définit qu'il y a un certain nombre de balises, que le document doit commencer par HTML, que dans l'HTML, à l'intérieur de balises, il peut y avoir un header, un body, et que dans header, il y a un certain nombre de balises possibles. Dans body, il y a d'autres balises possibles, mais on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Ça, c'est un modèle. Donc, le DTD, c'est un mécanisme à l'aide de laquelle ces structures peuvent être spécifiées. Il peut être direct dans le document, il peut être dans un fichier externe. Il est nécessaire pour vérifier la validité. Donc, on dit qu'un document XML est valide par rapport à un modèle qui est défini, par exemple, dans une DTD. Il y a des schémas qui peuvent faire la même chose. Je vais y revenir un peu plus tard. Et le même DTD, bien sûr, il peut s'appliquer à plusieurs documents. Il peut avoir plusieurs instances, plusieurs lettres ou plusieurs rapports de stage ou de PFE ou de plusieurs cours qui sont conformes au même modèle. Et donc, finalement, ça permet de définir de nouveaux langages, une DTD. Donc, une lettre, il a une structure logique, on pourrait dire générique. On a la racine, qui est la lettre, qui est composée d'une séquence de header, body et end, qui sont des composantes d'une lettre. Un header, donc une en-tête, est composé d'une séquence de dates, de expéditeurs, de destinataires, de sujets, éventuellement un titre de destinataire, le recipient title. Là, on peut dire que le sujet ou le titre de destinataire sont optionnels. Qu'ensuite, il y a un body, c'est le corps
de la lettre qui est composé de paragraphes. C'est le petit signe de paragraphe qui peut être répété, il peut y en avoir plusieurs, tout comme le destinataire d'ailleurs dans l'entête. Et qu'ensuite il y a un fin de lettre qui est une séquence de formules et un agrégat de signatures, éventuellement le titre de l'expéditeur et son nom d'expéditeur. Ça définit la structure d'une lettre. Et puis avoir après des éléments optionnels comme des pièces jointes ou des post-scriptum. Une liste de post-scriptum et une liste de pièces jointes. Donc ça c'est un exemple d'une logique structure, de structure logique d'une lettre. Mais tout type de document peut avoir une structure logique. Et ça se traduit dans une DTD. Donc là, je vais après revenir. Par exemple, on définit qu'il y a des éléments. Il y a le letter qui est composé de, entre parenthèses, header, body, end et un liste d'annexes. Le virgule, ça veut dire que chaque élément est obligatoire et peut être présent une fois. Quand on a un point d'interrogation à la fin, comme pour la liste d'annexes, ça le rend optionnel. Il peut être une fois au plus ou il peut être omis. Et ensuite, il y a la définition d'un attribut de l'élément lettre qui s'appelle id lettre et qui est de type ID et qui est obligatoire. Le required, c'est obligatoire. Donc, pour définir cette structure, ça c'est que le premier élément. Après, il y a les autres éléments, bien sûr, qu'il faut qu'ils soient définis. Je vais y revenir après. Dans le syntaxe de la DTD. Donc, à un document qui est conforme à un modèle, il peut y avoir ensuite plusieurs représentations physiques. On va en parler. Pour les DTD, des éléments, j'ai commencé à dire, quand il y a des virgules, ça veut dire que chaque élément, c'est une séquence ordonnée, donc une suite d'éléments. La barre verticale, c'est un choix. Et le et commercial, c'est un et, mais non ordonné. Et ensuite, il y a des indicateurs d'occurrence. Le plus, ça veut dire il est obligatoire une seule fois, mais il peut y en avoir plusieurs. Le point d'interrogation, on l'a vu, il peut y avoir 0 une fois, donc c'est optionnel, mais il ne peut pas y avoir de répétition. Et l'étoile, c'est le plus souple finalement, il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs instances de l'élément. Donc ça, c'est des indicateurs d'occurrence. Il y a des connecteurs. Ensuite, on commence le DTD, enfin, le document XML par elle est toujours par cet élément XML où il peut y avoir un attribut version, un attribut encodage et un attribut standalone, en précisant s'il y a le DTD inclus ou non dedans. Ensuite, il y a le doctype qui permet de faire référence à une DTD interne ou externe. Donc là, le premier exemple, le DTD est interne. On définit la structure du document à l'intérieur du document. Dans le deuxième exemple, on fait référence à un fichier externe. Donc là, le letter DTD à la dernière ligne de transparent, c'est l'URL en fait. L'URL relatif par rapport au document XML où on peut trouver son modèle. Donc les éléments XML, un élément XML, donc dans le DTD, quand on la déclare, on met inférieur point d'exclamation élément. Ça, c'est le mot-clé à utiliser, qui dit que là, ce qui va suivre, c'est la déclaration d'un élément. Ensuite, il y a le nom de l'élément et ensuite, il y a son modèle. Le nom de l'élément doit commencer par un caractère alphabétique ou blanc souligné. Ensuite, il y a certaines règles de nommage d'éléments. C'est sensible à la casse, donc les minuscules sont traités différemment que les majuscules. On ne peut pas utiliser deux points dedans et on ne peut pas commencer par la chaîne du caractère XML. Le contenu peut être composé, donc là par exemple ici le header body end, c'est un élément composé. Et composé, il peut être mix ou il peut être vide. Donc là un exemple, pour déclarer l'élément letter qui est composé ici
d'un header suivi d'un body suivi d'un end, on écrit cette ligne-là, qui est la dernière ligne du transparent. Pour déclarer un élément qui contient uniquement du texte, on met d'ISPC data, entre parenthèses. Là, l'élément titre, par exemple, de l'exemple, il contient que du texte. Donc, les exemples, là, on met titre et The Wolf and the Lamb. Ça, il n'y a que du texte à l'intérieur. Any, qui est la troisième ligne, ça veut dire qu'on peut mettre tout texte valide XML dans le document, on ne précise pas le contenu. Et empty, c'est, on a vu dans l'exemple, en général, il contient que les attributs et la balise ouvrante est directement fermée. Donc là, dans la ligne empty, la deuxième ligne du transparent, on a l'exemple tag avec un slash. Et ça veut dire que ça fait à la fois élément, balise ouvrante et fermante et que l'élément est vide. Mais en général, on met l'information dans des attributs dans ce cas. Donc, on peut utiliser des indicateurs d'occurrence. Ici, dans l'exemple, l'élément paragraphe qui est composé de une ou plusieurs phrases, sentence, plus. Alors que heading en dessous, il est composé d'un titre de document obligatoire, d'un sous-titre optionnel, mais il ne peut pas en avoir deux sous-titres, suivi d'une auteur et d'un sommaire. Ça, c'est obligatoire aussi. Et il peut y avoir des contenus mixtes où le paragraphe il peut contenir des éléments textuels, donc des sous-éléments textuels, ou une liste ordonnée qui est optionnelle, mais il peut y avoir plusieurs occurrences, ou des références pareilles, donc optionnelles. Donc, ça c'était les éléments. Les attributs, ils peuvent fournir d'informations supplémentaires sous une autre forme. Ils sont inclus dans la balise ouvrante, toujours, jamais dans la balise fermante. Ils ont un nom, donc il y a un espace, ils sont séparés d'espace du nom de la balise. Et c'est toujours un couple attribut-valeur. Attribut égale et entre guillemets la valeur. Donc par exemple, pour une balise image, on peut préciser la source. Et un élément peut en avoir plusieurs d'attributs. Ici, la valeur, on dit que c'est le computer.gif. Le nom de l'attribut, c'est src. Et ici, la balise image est vide, donc ça se termine par slash supérieur. Pour déclarer des attributs, on utilise le mot-clé atList, qui est suivi par le nom de l'élément à laquelle ces attributs se réfèrent, suivi par la liste des attributs, et pour chaque attribut, on donne son nom, son type, et on précise si c'est obligatoire ou non. Il y a des règles pour nommer les attributs qui sont à peu près identiques au nom des balises XML, donc ils doivent commencer par un caractère alphabétique ou blanc souligné. Et ensuite, les caractères suivants, ils peuvent être des lettres, des nombres, des chiffres, des blancs soulignés, des tirets ou des points. Il n'y a pas de limite pour le nom de fichier XML ou pour les attributs. Donc, on met atList, on met le nom d'élément et on précise le type de l'attribut. Alors, les types d'attributs en XML, en DTD, ils peuvent être CData comme character data, ou qui peut être du texte, en fait. ID, c'est du texte, mais là, le parseur vérifie que dans le document, chaque valeur soit unique de ce type d'attribut. IDREF ou IDREF avec un S, c'est des références. Donc là, il faut que dans un autre élément, il y a un attribut de type ID qui a la valeur de l'attribut IDREF a, parce qu'il faut que la référence puisse être validée. Il y a les entités. Donc ça, je vais revenir pour vous en parler un peu plus. Il y a des name tokens. Il y a les énumérations, donc des valeurs énumérées, où il y a des notations. C'est pas des ratings, c'est des notations, mais qui permet de mettre, par exemple, du contenu non XML sous forme de texte. Donc une valeur peut être constante, fixed,
c'est, on déclare une constante, il peut être obligatoire ou il peut être optionnel, avec required et implied. Donc, si on a une, euh, une DTD, une liste d'attributs pour un élément qui s'appelle article de loi, et cet attribut est langue, et son type est texte, et il est constante, et sa valeur est French. Ça, c'est cette première ligne. Ensuite, si on déclare un élément date qui a un contenu textuel, on peut y ajouter un attribut format à cet élément. Donc, at least date, c'est que ça se réfère à l'élément date. Le format, c'est le nom de l'attribut. Et ensuite, on énumère des valeurs possibles. Donc, soit ANSI, ISO, ENXP ou FRXP. Et cet attribut est obligatoire avec le dièse required. Et là, quand on l'instancie, on met un élément, une balise date qui a donc un attribut dont le nom est format et dont la valeur est ici égale à ISO, qui est une des valeurs possibles. Et de date, le contenu, c'est du texte. PC data, alors c'est parsed character data, c'est que le parseur va l'interpréter quand même, ce contenu. C'est de là que ça vient le PC data. Ensuite, on peut en déclarer un autre exemple, on peut en déclarer une section qui est des alinéas et des références, une ou plusieurs. L'alinéa, c'est du texte. La section A, un attribut identifiant, ident, de type identifiant. Et ensuite, il y a des éléments ref qui ont des attributs ref qui sont de type ID ref. Et là, il y a un exemple en dessous. Il y a le S45 dans la section et ensuite, il y a un xref dans la deuxième ligne de l'exemple, dernière ligne, dont la valeur est ref. Donc, il faut bien que l'identifiant existe, sinon le parseur va donner erreur. Donc, on a vu comment on déclarait des éléments et des attributs en XML. Donc, comment finalement on définissait un nouveau langage en utilisant le DTD. Alors, je veux parler d'entité parce que, comme on a vu dans XML, il y a un certain nombre de caractères spécifiques qui sont inférieurs, supérieurs, les guillemets, les deux points, qui ne peuvent pas être utilisés en tant que contenu. Et de plus, il y a un certain nombre de caractères qui sont difficiles à écrire avec nos claviers latins. Donc, pour pouvoir écrire dans les caractères réservés d'XML dans le code source, dans le contenu, on a introduit cette notion d'entité. C'est une sorte d'astuce syntaxique. Et les entités commencent par et commercial et se terminent par point virgule, et ensuite ils ont des noms. Et un certain nombre d'entités standards que tout parseur XML sait interpréter, ou les navigateurs savent interpréter. Et il y a notamment le caractère inférieur, supérieur et commercial et guillemets ou apostrophe. Et le LT, c'est le less than comme inférieur à, et ça désigne cette entité qui est l'inférieur. GT comme greater than, 1%, quotation apostrophe, ça c'est les entités qui permettent donc de utiliser ces caractères dans le contenu des documents XML, pas que dans les balises. Donc, si vous voulez la liste complète, vous avez le lien en dessous. Après, il y a d'autres sortes d'entités qu'on peut déclarer. Ça peut permettre de utiliser des entités comme abréviation. Quand on a souvent le même texte à écrire, on définit une entité et ça permet de utiliser cette entité comme une abréviation. On peut définir l'entité R comme région, l'entité RA comme Rhône-Alpes-Auvergne et utiliser RRA comme région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, une entité peut en réutiliser un autre. Là, vous avez l'exemple, troisième ligne, entité RRA qui est composée de l'entité R, qui est région, et l'entité RA qui est Rhône-Alpes. Et donc, si dans le code source du XML, on écrit RRA, quand on va regarder ce document XML avec un navigateur où on va le parser, le
et commercial RRA est remplacé par région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc là, ça sert comme abréviation. Euh, on peut faire référence à des entités définies dans des fichiers externes. Donc on précise qu'on accède par leur URL. Et l'URL en général, c'est une méthode, donc un protocole d'accès. HTTP, vous connaissez parce que vous utilisez le web, mais c'est pas l'unique. Il y a du FTP, il y a du file quand on accède sur le disque dur local. Il y a le FTP, il y a le Telnet, Gopher, Waze, News, Mail2. Mail2, c'est utilisé. Le News et le Gopher News, ça existe encore. Sinon, Telnet et Gopher sont des protocoles un peu plus anciens. Et ensuite, il y a l'adresse, le host, qui peut être une adresse numérique, donc IP, une adresse textuelle. Et la correspondance est faite dans des serveurs de nom de domaine, DNS. Il est suivi souvent par un nombre de ports. Par défaut, le port 80, c'est le port HTTP. Donc, quand on écrit HTTP au départ, on n'est pas obligé de spécifier du port. Le navigateur ou les serveurs savent que par défaut, c'est le 80. On doit en définir un si on veut utiliser un autre port. Ensuite, il y a un accès de fichier sur le serveur, donc un chemin d'accès. Et ensuite, dans une URL, on peut mettre des encres qui permettent d'aller chercher un fragment de fichier et où on peut passer des paramètres à ces fichiers. Ça peut être des fichiers exécutables avec des points d'interrogation et ensuite on passe des paramètres. Souvent dans des sites web que vous naviguez, c'est des URL et vous avez ces différentes étapes. Mais sachez que voilà, dans un URL, il y a le protocole, la méthode. Il y a une adresse ensuite qui est le host. Enfin, il y a 2.// ça c'est obligatoire. Ça permet de préciser que c'est la fin du nom du protocole et que c'est le début de l'adresse. Et ensuite, il y a après l'adresse qui peut être soit actuellement c'est 4 chiffres de 3, enfin 4 éléments de 3 chiffres, qui est l'IPv4, suivi par un 2 points. Ça marque la fin de l'adresse. Ensuite, il y a un numéro de port. Ensuite, il y a le slash qui marque la fin de l'adresse et du port. Et ensuite, il y a un chemin d'accès sur le serveur vers le fichier que l'on souhaite récupérer, si c'est un fichier texte ou un exécutable, si on souhaite exécuter quelque chose. Et ensuite, il y a éventuellement des encres ou des paramètres. Donc, voilà quelques explications. Et il y a des entités qu'on peut paramétrer. C'est un troisième type d'entité qui joue le rôle d'abréviation, comme je l'ai dit. Et des exemples, on peut définir même le nom d'une entité, DTD, le nom d'une DTD comme une entité et utiliser ça pour changer des différents types de DTD dynamiquement. Donc là, on a défini une DTD employé DTD et après on peut le changer. Il y a des entités de caractères. Je vous ai parlé aussi du fait que certains caractères sont difficiles à écrire avec nos claviers latins. Et donc, on décode dans le système d'encodage du caractère, des caractères. Et par exemple, pour écrire des lettres en grec ou en arabe ou en chinois ou en cyrillique, on peut utiliser leur code de ces caractères comme entité. Là, le dièse 38, c'est le et commercial. Parce que le et, c'est un caractère spécifique en XML. C'est difficile ça ne peut pas l'écrire dans le contenu, mais le dièse 38, c'est le et commercial. Et ensuite, il y a des commentaires. Donc, un commentaire commence, comme je l'ai déjà dit, par inférieur, point d'exclamation, moins, moins, et se termine par moins, moins, supérieur. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la DTD du HTML qui est accessible à cette adresse w3.org, c'est le World Wide Web Consortium.
c'est l'Institut international qui gère les standards liés au web. Donc, c'est eux qui définissent HTML, XML, et tous les standards qui vont avec. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce que j'ai dit est à peu près clair? C'est le moment, éventuellement, de poser des questions. Alors, soit, oui, dis-moi. Ah, pour l'exclamation, c'est uniquement dans les commentaires. Dans les entités, il n'y a pas d'exclamation. Dans les entités, il y a et commercial et point virgule. Et entre les deux, on met le nom de l'entité. Point d'exclamation, enfin, c'est pas un caractère spécifique tout seul, c'est dans les commentaires. Et sinon, on peut mettre des points d'exclamation, on peut les mettre dans les textes. Il y a une transparence sur laquelle il y a des points d'exclamation qui vous interpellent. C'est quelle page? En bas à droite, il y a le numéro de page. 30. Oui, oui. Ah, mais ça, oui, 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 oui. Ça, c'est dans le DTD. C'est pas dans l'instance XML. Oui, alors, dans la DTD, ça, c'est la syntaxe. Il n'y a pas à poser des questions. Pour déclarer un élément, on met inférieur, point d'exclamation, élément. Ah, c'est une erreur. Donc, t'as bien fait de relever. Non, non, c'est une erreur. Il faut pas de point d'exclamation ici. Donc, sur la page 30, euh, dans l'exemple élément, paragraphe, PC data, il faut pas de. Merci. D'autres remarques? Ben, s'il n'y a pas d'autres remarques, je continue. Donc, quelques. Ah, je regarde. Tan, 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 tan. Oui, 41, quoi, c'est les. Ah, oui. Je vais sur le 41. Ça, c'est pour l'entité. Donc, c'est pouvoir importer une entité, une DTD en tant qu'entité, on met ce pourcentage. C'est dans ce cas-là. J'ai pas le. Tac. Et uniquement dans ce cas-là. Donc, on utilise des pourcentages pour dire que ce nom d'entité, il est, enfin, l'emploi DTD, il est à remplacer par ce fichier employé.dtd. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais vous montrer un exemple après. OK. Donc, je continue. Donc, on a cet exemple. On a un document lettre avec une DTD interne, donc en haut de la page, où il y a l'élément lettre qui est défini en tant qu'en-tête, corps, fin et une liste d'annexes, avec un attribut lettre, que l'élément en tête ensuite est défini comme une suite de dates, expéditeur, destinataire optionnel avec un étoile, mais il peut en avoir plusieurs, sujets optionnels, mais il peut en avoir qu'un, et titre destinataire. Ensuite, il y a un élément corps qui est composé de au moins un paragraphe,
mais potentiellement de plusieurs. Et ça se termine par la définition du contenu de TextExpeditor, qui est un élément de type textuel, enfin, avec un contenu textuel. Et ensuite, on attaque l'instance avec la balise lettre. Cet même document, on peut l'externaliser au DTD, on peut mettre les éléments de la DTD dans un fichier externe, ici let.dtd, et y faire référence. Et ensuite, par contre, l'instance reste identique. Donc, et une DTD, il peut être mixte, c'est-à-dire qu'on peut faire référence. Il y a le fichier DTD en haut qui déclare un élément letter, un attribut idlet pour letter et un élément header, et ainsi de suite. Et ensuite, dans l'instance, on fait appel à ce DTD, qui est ici, disons que s'appelle letter to mix DTD, et on peut ajouter, redéfinir d'autres éléments. Ici, une entité, autre élément en tête qui est le destinataire, un autre attribut pour le lettre qui, on la rend optionnel alors qu'il était obligatoire dans les idées d'origine. Ça permet de redéfinir ou ajouter quelques éléments. Et ensuite, on utilise, on attaque l'instance dans les deux dernières lignes en bas. Donc ça, c'est les différentes utilisations du DTD. Soit il peut être externe pur, interne ou mix. Il y a un certain nombre d'inconvénients dans les DTD, c'est que il est impossible de spécifier quel élément utiliser comme racine. Donc, dans une lettre, dans mes exemples, j'ai toujours utilisé l'élément letter comme racine, mais rien n'empêche d'utiliser l'élément header ou body, enfin un corps, comme racine. Dans ce cas, le contenu doit être conforme à ce qui est défini dans le DTD, mais rien n'oblige, quand on rend un document conforme à un DTD, d'utiliser un élément ou un autre comme racine du document. Ça, c'est pas possible syntaxiquement la DTD. Deuxième inconvénient, c'est que le nombre d'occurrences ne peut pas être spécifié précisément. Il y a bien des indicateurs d'occurrence sur le point d'interrogation, étoile et plus, mais on ne peut pas dire qu'on veut qu'un élément soit présent 2 fois, ou moins 3 fois, ou moins que 5 fois. Ça n'existe pas. Il y a relativement peu de types de données. On ne peut pas dire que c'est un élément doit être un nom, une date, un code postal, un numéro de téléphone, une adresse email. On peut dire que c'est du texte. C'est tout. Et on ne peut pas définir des masques ou des contraintes sur la forme des textes, que ce soit entre 2 et 5 caractères, par exemple, ou qui doit contenir un arrobas. Et un autre inconvénient, c'est que la DTD elle-même n'est pas un document XML. Donc, pour ça, on a inventé les schémas XML pour pouvoir définir des modèles qui, schémas, eux, sont beaucoup plus complexes, sont des instances XML, sont néanmoins un peu plus verbeux, et je vais y revenir. Donc, une fois qu'on a la DTD, on peut définir les documents XML, et ces documents XML donc, s'ils sont conformes à un DTD, ils doivent se plier au format. Ils doivent en tout cas être bien formés et ils contiennent un ensemble d'éléments. Ils peuvent référencer des entités, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un document bien formé? C'est que, comme je l'ai dit, il doit pouvoir s'interpréter comme un arbre. Des éléments peuvent avoir des attributs, ils peuvent être conformes à un DTD, et éventuellement un fragment peut être exploité sans la DTD, mais du coup ça n'est pas valide, c'est pas un document valide, c'est bien formé. Donc un exemple un peu plus concret, on a notre lettre qui est ici une forme physique affichée sur 2 pages, et la structure logique, je rappelle, c'est cette composition, on l'a déjà vu.
qui se traduit par le premier niveau par ces deux lignes d'une DTD. Donc cette forme-là, c'est une forme de grammaire. On définit que l'élément lettre est composé de. On dit aussi c'est Bacchus Naur, c'est la notation de ce genre de grammaire avec les indicateurs d'occurrence, les connecteurs à virgule et commercial où il y a la ligne verticale pour définir des choix. Euh, donc ça, c'est un exemple de la DTD. On définit une notation pour éventuellement pouvoir afficher des fichiers JPEG. On définit une entité formule de politesse qui est greetings et on définit l'élément de plus haut niveau, c'est la lettre. Ensuite, chaque élément constituant doit être défini. Donc ici, le header. Le header, on introduit un certain autre élément. Il y a le body, qui est une suite de paramètres. Il y a le end, qui est... Donc là, on a des connecteurs un peu différents. On a les barres verticales, qui veut dire un élément de end, il commence par un formula. Et ensuite, il continue par soit une signature, un nom d'expéditeur et un titre d'expéditeur, soit par une signature et un titre d'expéditeur, nom d'expéditeur. Là, on définit différents formats possibles. Et on les sépare par ces barres verticales pour pouvoir laisser aux utilisateurs qui instancient cette DTD de faire de rédiger de plusieurs manières leur instance. Il y a une liste d'annexes. Là aussi, il y a un postscriptum ou un postscriptum suivi de zéro plusieurs postscriptums suivis par des pièces jointes ou des pièces jointes par postscriptum. Ça, il y a une signature qui est vide, mais qui fait référence à un fichier, par exemple texte, qui contient la signature. Il y a une date, qui sont des données. Ensuite, on déclare à la fin, souvent, il y a un D qui est en trop dans date. Tous les éléments qui sont les feuilles de l'arbre, qui sont en général des éléments textuels. Et donc, voici une instance de ce document qui fait référence à la DTD lettre, dans la ligne 2, qui déclare une entité système qui pointe le fichier image et qui commence par la balise lettre avec un attribut et qui ensuite continue par une en-tête, le header, qui a sa structure qui est conforme au modèle, continue par le body et se termine par le end avec les différents éléments constituants. Donc là, on fait référence dans les formulas, on fait référence à l'entité FP qui est la formule de politesse qui était déclarée dans la DTD, le greetings, et le fichier sDupont qui fait référence au fichier image. Donc, en général, vous allez en fait assez rarement devoir écrire des DTD, mais ça peut arriver. Donc, on en fait souvent plusieurs. On peut combiner plusieurs DTD. C'est comme il y a des règles de bonne pratique, des conventions, de règles de style, comme quand vous écrivez un programme Java. Quand une méthode Java ne dépasse pas ce qui peut être affiché sur un écran, c'est pour que ça soit plus lisible. Là aussi, on essaye de morceler les DTD pour en faire des parties, des éléments réutilisables. Voilà ce que je voulais dire sur les DTD, les instances XML. Maintenant, on a vu comment on modélisait un document et on a vu comment on instanciait un document XML. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je continue. Donc, on part sur les espaces de nom.
Donc ça, les espaces de nom sont là, je vais passer vite, pour justement permettre d'utiliser conjointement plusieurs DTD. Et si des DTD définissent des noms de balises qui se répètent, pour pouvoir les différencier, on a introduit cette notion d'espace de nom. C'est une sorte de bibliothèque. Quand en Python, par exemple, vous importez une bibliothèque, vous pouvez importer plusieurs bibliothèques, et pour faire référence à une méthode d'une bibliothèque, vous préfixez la méthode avec le nom de la bibliothèque, point, le nom de la méthode. C'est pareil en XML. On peut avoir une DTD cuisine, une DTD SQL, et les deux définissent table, pas du tout dans le même sens. Et donc, pour pouvoir les utiliser, en XML, on les préfixe avec un deux points. On déclare des espaces de nom en début du document. Et ça permet d'utiliser plusieurs DTD dans un même document XML. Donc, ça arrive souvent quand on inclut une feuille de style, quand on inclut plusieurs DTD. Et donc, on définit sous forme d'entité. On donne un nom basic, on donne un nom math, et on précise l'URL des DTD respectifs. Et ensuite, dans le fichier, par exemple, fn, dans quand on est en maths, ça peut vouloir dire fonction, ou quand on est dans un texte, ça peut vouloir dire note de bas de page qu'on footnote. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut mettre le nom de l'espace de nom et deux points. Donc ici, l'exemple, on définit un espace de nom math juste après le report en précisant son DTD. On définit un deuxième espace de nom BT comme basic text en précisant son URL. Et ensuite, dans l'instance du document, on va préfixer les noms de balises. Donc fn ici, quand on le préfixe avec BT deux points, le parseur saura que c'est dans le sens basic text qu'il faut l'interpréter. Et plus tard, quand on préfixe avec math, le même nombre de balises, le parseur saura que c'est dans le sens défini dans la DTD math qu'il faut l'interpréter. Sachez que ça existe. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Il y a une portée de ces espaces de nom, c'est à l'intérieur de l'élément que vous avez déclaré. J'avais une transparence sur le URI aussi, qui est une sorte de sur-ensemble des URL, qui est plus une sorte d'adresse logique, avec le resource name, qui est plus l'adresse logique, et le resource locator, c'est l'adresse physique de choses qui sont identifiables sur le web. Donc ça peut être, à l'origine, c'était des pages web. Maintenant, il y a autre chose. Tous les objets connectés, ils ont des URL souvent. Donc, on a ça. Mais il y a ces deux notions, URN et URL, et L, c'est comme locator, c'est plus une description de l'adresse physique, et le URN, c'est plus une description de l'adresse logique. Donc voilà, il y a quelques espaces de noms standards comme HTML, SVG, XSL, XSD. Donc je vais y revenir un peu là-dessus. C'est des standards qui sont définis par le W3C. Donc le consortium qui gère les standards du web. SVG, c'est notamment tous les dessins. Quand vous allez sur une page web qui a des choses qui bougent dessus, souvent derrière, c'est des graphiques SVG, qui est un format XML pour justement créer des graphiques. Je vais vous montrer des exemples. Donc, ici, avec leur URL, des espaces de nom qui sont utilisables. MathML, c'est aussi un espace de nom standard. Maintenant, dans des navigateurs, on peut décrire des formules mathématiques sous forme de documents XML, de balises XML. Donc, définir un peu le contenu, pas mettre des images uniquement. Sachez que ça existe. Un petit d'exemple. Donc, on a vu les DTD, les instances XML, les entités, les espaces de nom pour pouvoir mélanger plusieurs DTD.
ce qui est important de retenir, c'est que il y a des balises. Les balises ont des attributs. Qu'un document XML doit être bien formé, donc interprétable comme un arbre. Les balises, ils doivent être ouverts et fermés pour que la structure puisse être interprétée comme un arbre. Qui a des entités pour définir des abréviations ou permettre d'écrire des caractères non latins ou réservés. Et maintenant, on passe aux schémas qui sont une alternative au DTD, qui sont des documents XML elles-mêmes et qui permettent de définir donc des modèles de documents. Ils introduisent une expressivité un peu plus riche. On va pouvoir définir des types un peu plus précisément. On va pouvoir hériter et spécialiser des types et les schémas XML eux-mêmes sont des documents XML. Donc, on passe au syntaxe XML, alors que le DTD, j'ai eu la question sur pourquoi le point d'interrogation, point d'exclamation au début, c'est pas du XML, justement, le DTD, alors que les schémas le sont. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus verbeux. Donc, on peut définir dans un schéma XML des éléments, des attributs, des valeurs, des types de données, des entités, ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'éléments, donc comme des documents XML. Il y a des types simples, donc un début de liste. Donc, vous voyez que c'est bien plus que le PC data ou empty des DTD. Donc, il y a des types de données qu'on peut définir. Là, c'est la fin. Si vous avez la liste complète, vous avez lui une adresse un peu plus bas. Et ensuite, il y a des types dérivés ou des types complexes. On peut dériver, par exemple, on peut définir un type je sais pas, le currency, somme d'argent, qui est basé sur les nombres décimaux, mais qui précise qu'il y a dans le décimal, après le virgule, il y a 2 chiffres et que c'est positif. Le mean inclusive value 0, c'est que ça ne peut pas être négatif. Donc, on peut définir des périodes, des durations, des mean inclusive, max exclusive. On peut préciser une précision, nombre décimal, par exemple. On peut définir une longueur. On peut énumérer des valeurs possibles. Et on peut définir des masques avec des expressions régulières. Donc, je ne rentre pas dans la syntaxe des expressions régulières. Vous avez peut-être vu ça en base de données relationnelle. Dans Touchard, il y avait mais c'est utilisable, c'est une notion assez standard qui permet de définir des formats de texte avec un syntaxe à connaître. Mais sachez que c'est possible. Le D est entre accolade 5, ça veut dire 5 décimales. Donc là, c'est un exemple de dérivation de type pour définir un montant d'argent en se basant sur le type simple décimal. Il y a différentes facettes, donc ça c'est ce qu'on peut dériver des types. Et ensuite, on peut dériver des listes, enfin, créer des listes. On peut définir des patterns utiliser des patterns pour définir des formats. On peut définir le type code postal, qui est une chaîne de caractères, mais qui est composée de 5 chiffres, en l'occurrence. Un premier exemple, on peut définir des types, un type département de France où on énumère les noms des départements. Et ensuite, il y a des éléments complexes qui sont des sortes d'enregistrements avec plusieurs sous-éléments, des champs qui peuvent être définis, qui peuvent être groupés, obligatoires, pas obligatoires, ils précisent le type d'éléments. Là, on peut définir un groupe qui s'appelle metadata, qui a un champ, un élément auteur, création, date de validité, ainsi de suite, chacun ayant son type. Et ensuite, on
utilise ça. On a des types d'attributs. Là, on retrouve un peu les mêmes que dans les DTD, mais on peut avoir des types simples. Aussi, on peut étendre ou restreindre des éléments ou des attributs. Et donc, un exemple, on a une station de météo qui produit des données. Annotation, c'est une sorte de commentaire en général. Ça permet de décrire l'utilité du schéma. On définit un certain nombre d'espaces de noms ici, comme le schéma, la météo, et par défaut, c'est du HTTP, c'est le météo schéma. Et ensuite, on déclare un élément weather, qui est le type météotype. Le météotype, c'est il y a une observation dedans, qui est le type observation, qui doit être présent au moins une fois, mais peut être présent indéfiniment, le unbounded, et que ce MT observation, il est à son tour est un élément complexe qui a un attribut numéro et qui est composé d'éléments localisation, instant, temp, anémosité, par exemple. Chaque élément a son type. La température est un type qui n'existe pas et qu'il faut définir. Le nébulosité, c'est par exemple du octal. Il y a le pourcentage. Il y a différents types d'éléments. Et ensuite, on définit le type de température, le type de pourcentage. Ce que ça veut dire le octal, c'est que c'est un entier non négatif dont la valeur maximale est 8. Le temps de base, cette température de base, c'est un décimal, mais qui peut aller de moins 50 à plus 50. Et il a un attribut name qui est l'unité de mesure, qui est soit Celsius, soit Kelvin, soit Fahrenheit. Je ne sais pas si j'ai bien écrit le Fahrenheit, mais bon. Et donc après, l'instance, il y a deux observations. Donc on fait référence au schéma, il y a deux observations. Ils ont des numéros. Ensuite, il y a la localité, la date. Donc finalement, les instances, c'est assez simple. La définition du schéma était très verbeux. Donc probablement vous n'êtes pas arrivé à suivre, mais ce qu'il fallait retenir, c'est que on peut, en utilisant un syntaxe XML, définir des éléments avec des types, des attributs avec des types, des éléments complexes ou simples, avec des attributs, enfin avec des types beaucoup plus précis que le ADTD, et utiliser ensuite ce schéma comme modèle de document. Et là, on a un instance avec deux observations. Et là, la localité, la date, l'hygrométrie, la nébulosité, c'est un élément à base de 8, que l'unité de température est Celsius et la valeur est moins 5,3, qui est entre moins 50 et plus 50. Donc, c'est des valeurs qui sont contraintes et que le parseur, il est capable, si on utilise un schéma, de valider beaucoup plus de choses dans les documents instances de manière automatique que si on avait utilisé une DTD. Oui. Alors non, les deux spécifient la structure. Parce que dans une DTD, on énumère des éléments et chaque élément, il est défini à son tour. C'est soit un élément complexe, c'est-à-dire en ayant des sous-éléments, avec quand même des connecteurs et des indicateurs d'occurrence. Par contre, on ne peut pas préciser le type précisément. On peut en dire soit c'est du PC data, soit des éléments complexes. Et alors que dans les schémas, on peut dire que c'est un entier, c'est un décimal,
c'est autre chose et surtout les types, on peut les dériver ensuite ou étendre. Et la DTD n'est pas du XML, donc il ne peut pas être généré ou manipulé par les outils qui génèrent ou manipulent les documents XML. Donc, là, c'est un autre exemple, mais voilà, je ne vais pas rester beaucoup plus sur les schémas. Sachez que c'est une alternative au DTD. Euh, c'est beaucoup plus verbeux, c'est l'inconvénient, et sinon, il y a quasiment que des avantages, parce qu'il permet de faire des définitions beaucoup plus précises. Et c'est un document XML. Les deux coexistent. Les idées sont plus légers et plus rapides à écrire. Voilà. Et quelques liens si vous voulez aller plus loin. Donc, encore, donc w3.org, c'est la référence. En général, dans tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, vous trouvez la définition complète et exhaustive sur cette première lien, w3.org. C'est pas facile à lire. Le deuxième lien, qui est w3schools.com, ne fournit pas une description complète, mais par contre, vous propose une introduction qui est très bien faite. C'est intuitif, il y a des exemples, il y a des exercices. Je peux que vous recommander ce W3 Schools. C'est pas complet, il n'y a pas toutes les notions, mais il y a une très bonne introduction. Et quelques cours en anglais et en français sur le XML en général, si vous voulez des alternatives à ce que je vous propose.